Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le vendredi 21 février, Mars Attack numéro 1019. Donc avec moi des invités d'exception, Mars Attack spécial tennis, comme on dit, Maken Shrel Kora. Aujourd'hui il va y avoir une petite balle jaune. Je ne sais pas si elles sont toujours jaunes les balles de tennis. Il y en a des jaunes, il y a des blanches, toutes les couleurs. Alors les invités, j'en présente déjà un. Francesco Ricci Bitti, qui est président de la Fédération internationale de tennis, qui est président aussi de l'association des Jeux olympiques d'été, et pas président, mais plutôt il fait partie de la commission d'organisation des Jeux olympiques du Brésil. Firenze lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del colosso toscano guardano proprio. C'est une chanson, c'est Florence, Firenze, c'est Florence. Elle vous est dédiée, président. Presidente. Grazie. Alors j'accueille Tarek Cherif, qui est président de la Confédération africaine de tennis. Merci beaucoup. Voilà, président, ça c'est pour vous. Merci voilà. beaucoup. Alors j'accueille Jean Gachassin, président de la Fédération française de tennis. Vive le 15, vive le 15, on est les champions de l'Oval, c'est nous les rois de la baballe. Vive le 15, vive le 15, on nous mange au bâton les séances français. La partie a commencé, on a vu qu'ils étaient pressés. Il y a le 3/4 qui est parti comme un qui a envie de faire pipi. En face, il y avait du danger. Ils avaient mis des étrangers qui n'avaient pas l'air très aguichants. On sentait qu'ils étaient méchants. Il y avait déjà le grand Benoît qui s'était fait mordre. Voilà, Jean, c'est pour toi. C'est gentil, merci. Merci, c'est Un souvenir. Un rugbyman. Bon, Souvenir. Un petit rugbyman, hein. C'est costaud. Moi, petit. Assez costaud quand même. Hein. Toi, petit mais grand. Après, tu vas nous expliquer comment tu as fait pour trahir le rugby, là, et pas président de la Fédération. C'est un bon roman, c'est une belle histoire. Voilà. J'accueille Abdelaziz Laraf, vice-président de la Fédération royale marocaine de tennis. ما يهزنا كلام اللي غارو ما يهزنا يلي انت باغي تضرنا المغرب عليك كبير مغربنا كلمة تجري فاروق. Alors bien sûr, 4 chansons nationales, hein, évidemment, mais vous œuvrez tous pour une seule chose, c'est pour l'internationalisation, pour la globalisation du tennis. Alors Béléid, à toi la première question. Bienvenue à tout le monde. Et, Monsieur le Président, on est le tennis. Il y a 4 présidents ici. Alors. Non, c'est le président des présidents. On va répondre tous les 4 à la fois. Hein. Ouais, Francesco, le président. Bonjour. Je suis très ravi d'être ici à Maroc encore pour cette compétition et pour l'inauguration. Je pense qu'il est très important la cérémonie de samedi, l'inauguration des centres d'entraînement ici à Casablanca pour tous les garçons et les filles africaines. Alors moi je vais vous poser une question à Tariq maintenant. Qu'est-ce qui fait que le tennis africain est encore un petit peu, je ne dis pas qu'il est à la traîne par rapport au football par exemple sur le plan international, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un grand écart entre le niveau africain et le niveau international? Oh là là, c'est une grande question, mais tout à fait pertinente. Je pense que le continent africain souffre de moyens, d'abord, parce que les sports aujourd'hui, le sport d'une manière générale, demande beaucoup de moyens, et le tennis en particulier. Moyens pas uniquement en infrastructure, mais en formation d'entraîneurs, en formation d'arbitres, en support logistique. Le continent africain, je crois, depuis 20 ou 30 ans, a connu un développement extraordinaire au niveau du sport roi, qui est le football. Nous sommes au niveau de l'Afrique convaincus que nous pouvons avoir un développement qui demandera du temps, bien sûr, mais je pense
la présence aujourd'hui d'importantes personnalités mondiales au niveau du tennis nous conforte dans nos choix, et je pense que c'est cette solidarité entre nous tous qui nous donnera les moyens, je l'espère, à l'avenir d'avoir un avenir commun, un avenir pour développer le tennis. Alors, bien sûr, C'est un sport difficile, bien entendu, mais on reste persuadé que c'est tout à fait jouable. Alors, une question à Jean Gachassin. Comment fait-on pour avoir plus d'1,5 million ou presque 1,5 million de licenciés? Vous savez, c'est le travail de fond, le travail. Je parle uniquement de la Fédération française. Hein. Absolument, oui, oui. Nous sommes régis par des clubs. Les clubs, nous avons 8500 clubs. Et là, nous avons fait une formation importante dans chaque département, puisque nous avons 90 départements, où là, nous avons des conseillers en développement, nous avons des entraîneurs dans chaque département. Et c'est la raison pour laquelle nous formons des jeunes dans ces clubs. Ces clubs sont le socle de la Fédération française de tennis. Et c'est la base de cette pyramide. Et là, nous formons énormément de jeunes, car si nous voulons avoir des champions, il faut de jeunes d'une façon très, très, très importante, de façon à qu'il y ait parfois quelques champions qui surgissent. Alors, Abdelaziz Laraf, donc évidemment, sur le plan international, le Maroc prend de plus en plus d'envergure avec la création de ce centre africain, mais reste quand même, ça pourrait être un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que voilà, tout à l'heure, quand Jean Gachassin vous dit qu'ils ont 1,5 million de licenciés, nous encore, on t'attend encore un petit peu. Toujours en restant sur l'élément de comparaison, tout d'abord merci. Quand on parle de 8500 clubs en France, nous on en est à 71, donc une quarantaine qui sont actifs. Donc ça c'est un fait. Et puis en dehors de l'axe Rabat-Casa, qui est un peu taxé de clubs un peu élitistes, le reste des clubs au sein des villes du royaume, ils sont accessibles, puisqu'on parle des cotisations qui ne dépassent pas les 2000 dirhams par an. Donc qu'on arrête éventuellement de dire que c'est vraiment quelque chose. C'est un sport de riche. Et même sur en Italie, c'est un sport de riche encore. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Tennis Club de Milano, c'est un peu cher. Ou les Parioli à Rome. Il a été le président du Tennis Club Milano, n'ont pas parlé. Mais il a été fondé dans les 1893. C'est pas un jeune club. Mais pour revenir donc à cet événement, donc je tiens quand même à remercier nos amis Francesco, Jean, et puis même ceux qui ne sont pas avec nous, Tarek bien sûr. Il y a René Stambach de Suisse Tennis, et puis notre ami Jacques Dupré de Tennis Europe qui nous ont honorés éventuellement et qui assistent avec nous à cet AGM de la CAT. Et puis bien sûr, nous avons tous les présidents présents de tous les pays africains, et donc c'est une première. Donc, sans parler des gens de l'Ambre, hein, donc là il y a Dave Miley qui est derrière avec toute son équipe de développement, on va les sortir de l'ombre, qui ont fait éventuellement un travail remarquable. Et puis aujourd'hui il y a un chantier, il y a un projet qui pour moi va répondre à une partie de la problématique, à savoir le sport-études, puisque on a toujours buté sur ça, des gens talentueux jusqu'à 14 ans, et puis après, quid? Est-ce que l'élève va continuer ses études ou il va éventuellement choisir une carrière? Donc c'est une question cornélienne qui est très difficile. Et donc aujourd'hui, avec ce projet qui a été mis en place, je pense que là, on est en mesure d'offrir éventuellement à nos jeunes talents et aux jeunes talents africains de manière générale, et on l'espère même mondial, avec la contribution de nos amis, un cadre qui permettrait éventuellement de répondre à ce problème. Président Richie Beattie, vous allez faire un discours tout à l'heure, non? Évidemment. Quelles seront les grandes lignes du mot du président à la grande famille du tennis africain? Moi, il continue à travailler. Je viens du Sochi et j'ai un petit rendez-vous avec Seb Blatter. J'ai dit, tout le monde, il proteste en Afrique parce que toutes les attentions, les moyens sont pour le foot. Et pour moi, c'est pas juste, parce que le foot, c'est le sport traînant. C'est-à-dire que le foot, quand même, en Afrique, il n'a été pratiquement rien depuis 25 ans, 30 ans. Et maintenant, le foot africain, il est très important. C'est-à-dire que les talents sont ici. Ils font l'idée à s'exprimer. C'est pas facile parce qu'il y a des situations économiques, il y a beaucoup de facteurs. Mais je pense que le tennis, il est un sport populaire, je dois dire, parce qu'il est commencé un petit peu élitiste, mais maintenant, je pense que si nous pensons à un sport élitiste, c'est plus le golf. Nous sommes passés au moins dans les pays européens, dans les pays développés. Le tennis, il est un sport populaire. Oui, alors certainement parce qu'il y a un grand effort qui est fait aussi par les collectivités locales. Alors justement, là je m'adresse à la RAF.
au plan national, les collectivités locales, est-ce qu'elles sont sensibilisées? Bon, déjà, elles ont du mal à faire un terrain de foot. Alors, leur demander de faire un cours de tennis, je ne sais pas comment elles vont prendre les choses. Les municipalités. Il faudrait quand même avouer une chose, c'est que la majorité des clubs sont des clubs municipaux. Il faut le reconnaître. Donc ça, c'est un fait. Donc, comme en France, la majorité des associations, entre autres la mienne, dont je suis président, les clubs sont à la base éventuellement des clubs municipaux. Donc il faut leur reconnaître ce mérite. Et s'ils existent aujourd'hui, c'est grâce quand même à la contribution des collectivités locales. Donc ça, c'est d'un. Le deuxième aspect, il est clair que maintenant, l'effort pour pouvoir vulgariser, c'est éventuellement de demander plus de moyens et plus de contributions pour qu'il y ait éventuellement une ouverture des clubs à une souche de la population qui est beaucoup plus large. Donc je pense que c'est... Moi, si j'ai à dire quelque chose, Lino, c'est qu'aujourd'hui, on doit savoir que le monde de la petite balle jaune est ici, chez nous. Hein. Donc, les meilleurs représentants du monde. Et pour réfléchir à quoi? Au tennis africain. Mais je vais pas te dire, nous avons le Blatter du tennis. Le Blatter du tennis. Blatter, c'est le Richie Beach du football. Oui, absolument. Et là, il vient de parler de Blatter. Et Hayatou, c'est le... Jean. C'est le Tarek de la CAF. Et Francesco est beaucoup meilleur que Blatter. Ah oui. Ouais. Et Jean, c'est Platini, non? Voilà. Donc, il y a ça, mais beaucoup de choses Platini, ont été... c'est le Jean. C'est Jean, bien sûr. Et beaucoup de choses ont été faites jusqu'à présent pour la promotion du tennis. C'est-à-dire on est parti de rien. Non, on a cru à ce projet, à ce grand projet. Je vais vous dire une chose, parce que... celles et ceux qui nous écoutent doivent avoir des éléments de comparaison. Il est certain que le sport, le tennis, n'est pas facile. Ça demande des investissements. Et je pense que ces investissements, en tout cas dans plusieurs pays africains, sont en passe d'être faits. Néanmoins, il y a un effort peut-être à faire au niveau de l'école. Pourquoi au niveau de l'école primaire ou au niveau du lycée? On fait jouer les jeunes à des sports, mais pas le tennis. Alors que ça ne demande pas beaucoup de moyens, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'il faut pour jouer au tennis, ça ne coûte pas très cher. Ça ne coûte pas aussi cher que le football. Le résultat aujourd'hui, c'est vrai que peut-être l'évolution, on ne la voit pas d'une manière éclatante, mais force est de constater, nous sommes en train d'avancer. Et le meilleur moyen de le vérifier, c'est au niveau du classement, des classements des jeunes. Classement des jeunes au niveau mondial, quand on voit le nombre d'Africains qu'il y a dans le top 100, on va prendre au niveau junior, il y a une évolution. Elle est peut-être lente, mais elle est là, l'évolution. Cette évolution, s'il y a aujourd'hui un plus grand nombre au niveau top 100 ou top 200, c'est qu'il y a eu un travail au niveau des pays africains qu'il faut encore encourager et pousser. Le centre d'élite aujourd'hui de Casablanca, c'est un des moyens qui va permettre à cette élite africaine de s'exprimer. Parce que comme l'a dit si bien Aziz, ces filles et ces garçons sont là, ils font leurs études et ils ont les moyens de jouer avec les meilleurs, d'avoir un emplacement, le Maroc idéal, par le nombre de tournois qui s'organisent au Maroc et par la proximité avec l'Europe. En plus, avec la présence de nos amis, ce que nous cherchons, c'est densifier, intensifier le maximum de relations entre nous par une présence également de l'élite européenne au centre de Casablanca. Et c'est ça qui va permettre de passer peut-être à un niveau supérieur. Parce que c'est en jouant un maximum de matchs, en jouant un maximum de circuits et en jouant en Europe qui va permettre à nos jeunes d'évoluer de plus en plus. Jean Gachassin, au niveau de la coopération, est-ce que vous avez absolument, c'est primordial pour leur développement, c'est primordial que les pays européens qui ont un certain nombre d'enseignants puissent
puissent discuter, dialoguer avec l'Afrique. Nous, personnellement, la France, nous allons cautionner tout cela en envoyant des formateurs aller discuter, aller dialoguer avec tous les enseignants du Maroc, pour parler que du Maroc, mais également qu'il y ait des échanges d'enfants, des meilleurs joueurs marocains puissent venir en France pendant quelques jours, se frotter, entre guillemets, à tous ces jeunes Français qui ont un niveau supérieur. Et vice-versa, que ces Français, par la suite, reviennent au Maroc pour booster tous ces jeunes, pour leur donner envie de jouer au tennis. À l'époque, nous avions Patrice Agelaouer, je ne sais pas si vous vous souvenez de Patrice, qui venait souvent. Donc, Arnaud Di Pasquale, notre DTN. Qui est casablancais. Hein. Absolument. Non, oui, il devait venir quand même ce matin. Hein. En plus, on est voisins à la plage. Alors. Non, mais il est voisin à la plage de Mohamedia. Bah oui, à Manezman. Ne confondons pas. Je l'appelle, je lui demande de venir. Voilà, je l'appelle, je lui demande de venir. Non, mais dans ce cadre, donc, à la dernière Assemblée Générale qui s'est tenue à Paris et qui a été bien sûr organisée avec brio, pour ne pas dire avec une excellence par notre ami Jean, nous avons exposé notre projet, l'un de nos projets structurants relatifs à la formation des entraîneurs ici au Maroc, et qui était vraiment une expérience qui n'avait pas coûté excessivement cher, parce qu'on parle toujours d'argent, mais on peut faire des choses structurantes et intelligentes, puisque là, on a Amine qui est présent avec nous, donc c'est une collaboration entre l'Institut Moulay Rachid, l'ITF, la Fédération française et la Fédération marocaine, pour former et donner un diplôme à tous les ex-entraîneurs que tu connais très bien dans tous les clubs, et qui, à travers une validation d'acquis, une formation de très haut niveau avec des formateurs qui sont venus de Roland et de l'ITF. Et aujourd'hui, on a 240 formateurs qui sont brevetés et qui ont quand même aujourd'hui le niveau requis à un niveau 1, donc par rapport à tout ce qui est éventuellement mis en place d'une école de tennis. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un niveau 2 et 3 avec l'ITF et la Fédération française pour tout ce qui est éventuellement monitorat. Donc c'est quand même intéressant. Donc, et c'est déjà en cours. Alors messieurs, vous savez, nous sommes une radio privée, hein, donc évidemment... Vous avez besoin de vivre. Voilà, nous on est subventionnés ni par la FIFA, ni par l'ITF, ni par la FIBA, ni par personne. Vous savez que le Maroc est très attaché à l'Afrique aujourd'hui, subsaharienne, bien sûr. Bon, oui, j'attends que nous pouvons avoir encore une tradition. La première chose avec des joueurs internationaux, c'est-à-dire le Maroc, c'est peut-être le seul pays africain qui récemment, il a une tradition de grands joueurs. Dernièrement, j'ai été en Qatar pour des raisons sportives générales et j'ai rencontré Karim Alami et il m'a fait souvenir les périodes d'or du tennis marocain. À un autre niveau, il faut essayer d'avoir encore des joueurs comme ça, comme Ami, comme Arasi, comme El Anoui, qui sont la propagande. Ils sont les modèles pour les jeunes pour s'approcher au tennis en place des autres sports. La deuxième chose, c'est de faire un travail très sérieux ici, à niveau de base, comme il a déjà été mentionné. Les deux grands secrets sont les installations, les courts. Il faut construire plus de courts de tennis, peut-être à côté du foot, mais des courts de tennis pour faciliter l'accès au notre sport. La deuxième chose, c'est d'avoir des formateurs. Et la troisième chose, c'est d'avoir un système de compétition. Parce que le grand problème, c'est quand vous avez des garçons qui sont talentueux, ils ont besoin d'avoir un système de compétition qui n'est pas très loin de la zone de résidence. Parce que les voyages maintenant sont très chers, sont encore plus chers que jouer au tennis. Et pour ne pas perdre de talent, il faut créer un système de compétition nécessaire à s'exprimer et dépasser les périodes plus difficiles dans le tennis, qui sont les passages entre l'activité junior et l'activité professionnelle. Ce sont les grands secrets. Tout le monde les connaît, ils font travailler ça. Alors, je vais vous poser une question à Tarak Cherif. Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu de formation, hein, et moi, je voudrais parler aussi du problème des dirigeants. Alors, on avait une émission hier, évidemment, de foot, hein, et puis les animateurs parlaient du comportement des joueurs, des joueurs de foot, hein, des professionnels. Alors on dit, bon, ils ne sont pas très pros, etc. etc. Les joueurs arrivent à 24-25 ans et ils sont encore amateurs dans l'âme, je dirais, dans la tête. Alors on se dit, mais c'est normal, parce qu'il n'y a ni préformation, ni formation. Et évidemment, dès le plus jeune âge, ils sont laissés un petit peu
à leur propre destinée. Il n'y a personne qui les encadre, ou on les encadre très mal. Hein. Donc, d'où la nécessité d'avoir quand même des dirigeants, des formateurs, et des dirigeants aussi. Alors, les trois axes concernent bien sûr les dirigeants et les administrateurs. Nous faisons une formation tous les 2 ans qui concerne toute l'Afrique avec des formateurs qui viennent de chez nos amis anglophones et francophones, et ça permet bien sûr de standardiser, on va dire, un peu le niveau pour qu'on parle un peu le même langage et surtout qu'on partage les mêmes valeurs et la même façon de diriger les clubs ou les différentes fédérations. Également, nous avons la formation des entraîneurs, fondamentale. Nous le faisons soit au niveau continental, soit au niveau régional. L'Afrique, comme vous le savez, est divisée en 5 parties et on essaie de focaliser là où il y a les faiblesses. Enfin, nous avons la formation des arbitres. Et c'est peut-être également une grande faiblesse de l'Afrique. Vous savez, il y a des pays qui, parfois, se heurtent à des difficultés financières, notamment à cause de l'arbitrage. Parce qu'il y a une réglementation internationale qui fait qu'il faut avoir un standard au niveau des arbitres. Et comme ça coûte cher, donc c'est une barrière au développement. Nous essayons de faire en sorte pour qu'il y ait le maximum de formation, et là on le fait avec l'ITF, pour essayer de maîtriser cette problématique. Vous savez, si on maîtrise ces 3 cas au niveau des différentes formations, je pense qu'on fera un bon chemin, mais c'est avec conviction que nous faisons cela avec nos amis. Il ne faut pas aussi un cadre juridique dans tout cela? Non, le cadre juridique... Parce que je sais que, par exemple, en Tunisie, bon, il y a quand même un cadre juridique. Vous ne pouvez pas être président d'une fédération si vous n'avez pas fait ça, etc., etc. Si vous n'avez pas tel et tel niveau d'études, si vous n'avez pas... Il faut quand même... Est-ce que ça existe, ça aussi, dans le monde du tennis? Non. Non. Et là, c'est à la discrétion oui. C'est à la discrétion des pays. On n'interfère pas dans le choix des différents dirigeants de fédérations. Mais force est de constater qu'il y a une évolution. Très honnêtement, ce n'est pas de la diplomatie que je fais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à avoir des dirigeants, on va dire, plus responsables que ceux d'un bon niveau. Voilà. Oui, mais il faut dire que les choses ont changé depuis le président. On se rappelle c'était terrain nulus. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont... Par exemple, au Maroc, nous avons non seulement le centre international, nous aurons l'honneur avec Monsieur le Président, avec Messieurs le Président, d'inaugurer demain. Mais il y a aussi un centre national de formation. Et là, peut-être que l'Arabe pourrait nous en parler. Avant que j'en parle, en fait, je voulais revenir sur cette dimension formation des arbitres et aussi formation des dirigeants. Je me suis entretenu avec notre ami Eric Vadeville à ce sujet-là parce qu'il est venu dans le cadre de la CAT pour former éventuellement les secrétaires généraux. Et comme vous le savez, donc, il y a eu une refonte des statuts des fédérations, même si, bon, il y a eu une polémique, il y a des problèmes. Mais je pense que nous, on était quand même l'une des fédérations qui... Parmi les bons élèves. Voilà, les bons élèves. À l'avant-garde sur ce sujet-là, quand vous dites le cadre juridique dont vous parlez aujourd'hui, il existe, les mandats des présidents ne peuvent pas dépasser 2, les critères d'entrée aussi, que ce soit au niveau des clubs, même si on attend toujours les statuts types des clubs, on a aujourd'hui les statuts types des fédérations, mais on n'a pas encore ceux des clubs. Il faudrait quand même avoir 2 ans dans des comités au sein d'un club pour pouvoir postuler dans une liste par rapport à notre fédération. Mais pour revenir à ce chantier structurant, pour moi, le deuxième chantier structurant qui est celui de l'arbitrage. Donc, comme vous le savez, le Maroc, il organise plus d'une vingtaine de tournois. Et la charge de l'arbitrage, de par le cahier de charge et de l'ATP ou de l'ITF ou de la WTA, il est quand même très lourd. Et on arrive des fois à des situations où vous avez la charge de l'arbitrage qui est presque équivalente au prize money que vous donnez aux joueurs. Et c'est quand même quelque chose qui, pour la majorité des clubs... Parce qu'on manque de juges et d'arbitres. Même si on les a aujourd'hui, il y a une réglementation. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a 4 grades. Il y a le white, plutôt, il y a 3 ou 4 grades. Donc, il y a le niveau 1 qui est le badge blanc, le niveau 2 qui est le badge argent et le niveau 3 qui est le gold, plus bien sûr la supervision des tournois. Donc, ces 4 niveaux, ils ont une grille de rémunération qui est normalisée à l'échelle mondiale. Et la problématique, c'est que peut-être que pour les pays européens, ne pose aucun problème, mais pour les pays africains,
Je dirais que on parlait avec nos amis présidents de l'Afrique pour organiser, si ce n'est que des futurs ou même des challengers, payer $600 à un white ou 1200 à un juge arbitre, c'est quelque chose qui franchit très vite la barre, d'autant plus qu'il vous faut 6 personnes, vous faites le calcul et vous vous retrouvez avec une fourchette qui est quand même pour certains pays, pour certains clubs, très très lourde. Mais pour revenir au troisième point dont a parlé Tarek, qui est la formation des dirigeants, et moi j'avais assisté à notre ami Eric, c'est quand même très très intéressant. Moi je pense que vous en parlez énormément pour le foot. Pour le tennis aussi, il y a une carence à ce niveau-là, et tous les clubs que vous connaissez, ils dépendent d'une ou deux personnes, et qu'une fois que ces personnes-là, pour une raison ou une autre, parce que c'est du bénévolat, et là encore on retombe toujours dans les mêmes travers. Là, après, les clubs, ils coulent, quoi. Et on se pose des questions. Pourquoi X ou Y, qui était un club phare, on ne voit plus ses résultats et tout le reste. Ça manque de gouvernance et on ne gère plus un club comme on devrait le gérer aujourd'hui. Logiquement, à l'instar de ce qu'on va faire au niveau de la fédération, il faut structurer. Il faut mettre un directeur général, il faut mettre un directeur financier, un directeur communication, et que les bénévoles ils soient là pour éventuellement les choix stratégiques, mais pour tout ce qui est éventuellement opérationnel, il faudrait qu'il y ait des gens pour ça, quoi. Donc ça, c'est clair. Alors moi, je voulais poser une question au président Richie Beattie. Alors, quelle relation vous avez avec l'ATP? Alors, je vais expliquer aux auditeurs. Hein. Enfin, l'ATP, la fédération, c'est un petit peu comme dans une fédération de foot. Il y a la Ligue de football, la Ligue Pro, et il y a la fédération. Oui, je dois dire ça. Mais vous avez quand même gardé l'organisation des 4 tournois du Grand Chelem. Oui, nous sommes que très... C'est-à-dire cela, vous leur dites, vous ne touchez pas à cela. Ouais. Les profits, bien sûr, il est donné à les fédérations propriétaires ou à Wimbledon, qui est un club. Mais nous sommes l'autorité, il y a un accord, comme vous disiez, la sanction, peut-être, il est en parole trop gros, mais nous sommes les sanctionnaires qui sont les Grands Chelems. C'est-à-dire, dans notre statut, les 4 tournois de Grands Chelems sont considérés les championnats du monde du tennis. Quand vous parlez du championnat du monde du tennis à niveau olympique, tous les sports, il doit dire, et nous disons, sont les 4 grands chelems à niveau individuel. La Coupe Davis et la Fed Cup à niveau d'équipe. C'est-à-dire que nous sommes liés, c'est dans la pyramide, nous sommes là à travers notre ami du Grand Chelem et la Coupe Davis et la Fed Cup, que nous sommes propriétaires et organisateurs. Après, il y a une bande qui est la bande professionnelle, parce que le tennis, il est devenu professionnel très tôt. Il est un des sports plus professionnels. Je peux faire cette comparaison à niveau olympique. Il est clair qu'il y a des sports qui sont beaucoup plus professionnalisés, mais il arrive partout, peut-être avec la télévision, avec les new media. Il faut faire attention, vraiment. La grande menace dans les sports, parce que tous les autres sont des conséquences. La grande menace, ce sont l'intérêt commercial. Et il y a des valeurs, il faut défendre des valeurs, et nous sommes là pour défendre des valeurs, qui est un rôle très difficile. Alors, je peux venir à votre question initiale. Nous sommes une organisation, une institution, comme les fédérations nationales. Nous devons développer le sport et promouvoir le sport à haut niveau quand même. Et l'ATP et la WTA, ils ont une mission beaucoup plus simple. Ce sont des organisations de business générées à travers des systèmes financiers, des profits. Et ils gèrent bien des tournois, une bande de tournois très importants après les grands chelems. Je pense que nous avons des agendas différents très souvent, mais à la fin, nous trouvons toujours de bons compromis. C'est l'expérience que j'ai après 15 ans. Qu'est-ce que peuvent attendre les Africains de la France, du tennis français, hein, l'un des plus puissants, sinon le plus puissant du monde? Contre les Américains dans le top 100, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais tout ça, c'est les Américains, c'était... Mais tout ça, c'est le travail qui est fait à la base dans le club. Il y a 15 joueurs français dans le top 100. Il y a 15 joueurs français. Il y a même plus de joueurs français. Il y a combien d'Américains? Il y en a 2. Il y en a 2 maintenant, ils ont reculé comme les Américains par rapport... Il y a cette pépinière, quel est ce secret, hein? Non, le secret, c'est le travail dans les clubs, c'est le travail de la fédération, les revenus de Roland Garros, puisqu'il y a quand même, il faut dire un chat, les revenus de Roland Garros sont redistribués dans le tennis français, dans les clubs, dans les départements, dans les ligues, et ils font un travail exceptionnel. Tous les dirigeants de tennis français font un travail énorme. Donc tout cela paye, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec un tournoi, vous réussissez à financer une grande partie du tennis absolument. Un seul tournoi. C'est une volonté de la fédération. Avec un seul tournoi, nous pouvons rémunérer tous les... Y compris le prize money qui est pas mal. Hein. Absolument. Tous les cadres. C'est une volonté, c'est la volonté de la Fédération française de tennis. D'autres fédérations n'ont pas opté pour cela. Ils organisent aussi des grands chelem, mais ils préfèrent diversifier
diversifier leurs revenus hors formation. Nous, on donne tout absolument sur la formation et c'est la raison pour laquelle nous avons des résultats. Nous avons des jeunes qui sont entraînés, qui sont suivis, parce que nous avons les moyens, parce que Roland Garros permet d'avoir ces revenus qui permettent de développer le tennis français. Les richesses, elles sont redistribuées équitablement, Président? Les richesses? Oui, je pense, oui. Parce que souvent, on reproche au football, toujours ce football qui a bon dos. Hein. Bon, c'est une question que chaque personne il a une réponse différente. Ouais. Je pense on dit par exemple la FIFA elle néglige l'Afrique, l'Asie, tout ça. Bon, je pense c'est que toujours les puissances, c'est l'Europe qui. Je parle pas de FIFA. La FIFA il a beaucoup d'argent et quand vous avez beaucoup d'argent à suite de la Coupe du Monde, quelquefois il est difficile à les distribuer. Mais nous n'avons pas assez d'argent. Nous avons besoin de plus d'argent. Notre programme de développement... On augmente les jetons de présence. Oui, la chose plus importante, à mon avis, c'est différent. Ce n'est pas discuter la distribution pour que chaque personne peut avoir son idée. C'est que l'argent qu'il est généré par les tennis professionnels, il retourne au développement des sports. Et c'est le cas de la Fédération du Grand Slam. C'est-à-dire, entre parenthèses... Je suis toujours en train de demander à notre ami de Grand Slam de donner plus aux programmes internationaux. C'est vrai. Mais c'est-à-dire vous taxez un petit peu l'ATP, quoi. Mais non, l'ATP et la WTA, ils sont problème. Je pense que l'augmentation des price money à niveau du Grand Slam, il a posé des problèmes quand même à l'ATP et la WTA parce que les autres tournois sont pas les mêmes profils. Je vais dire une bêtise, par exemple. Oui. À la fin de l'année, par exemple, est-ce qu'on peut dire, Nadal, Federer et tout ça, 10% vous les mettez dans la caisse, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Asie, c'est pour Qu'est-ce que ça serait bien? Il pourrait le faire? Je parle de la réalité. Absolument. La réalité des choses. Vous ne pouvez pas les obliger? La réalité des choses, que peut-être Nadal, Federer, ils sont disponibles, mais les agents Nadal et Federer, ils mettent la casse. Et c'est la réalité des choses. Oui. Et les joueurs, quelquefois, peut-être, ils sont disponibles à des activités quand même de générosité, parce qu'ils sont des garçons qui comprennent qu'ils doivent donner arrière quelque chose. Mais il est plus difficile de parler avec les agents. Maintenant, dans les sports professionnels, les dominants sont les agents. Bonjour. Alors, Faisal Larrichi est avec nous. C'est un grand honneur, Président, de vous accueillir. Mais c'est moi qui vous remercie, je suis extrêmement heureux d'être avec vous. Vous êtes un peu en retard quand même. Hein. Écoutez, Président, d'abord, je vous souhaite la bienvenue, très heureux de vous voir. Mais je sais que... non, Président, pour eux c'est facile. Ils crânent Jean Gachassin. Et vous savez pourquoi? Il a eu qu'à traverser le boulevard. Parce qu'il est l'immeuble d'en face, il est l'hôtel d'en face. Moi, je n'ai eu à faire que 115 km. Voilà, 115 km. Voilà. À pied. Alors, pour nous, je vous disais avec Belaïch, vous allez nous inviter, c'est du bonheur ce matin de vous avoir tous ici. La grande famille du tennis mondial, réunie chez nous au Maroc, donc, comme disait Belaïd. Absolument, c'est un immense honneur de vous avoir tous ici. Quel est le message du président de la Fédération royale marocaine de tennis au mouvement international du tennis? Bien, écoutez, tout d'abord, je parlerai de ma petite tribune. C'est le Royaume du Maroc, c'est après la grande tribune du continent africain. Et mon message, c'est l'engagement pour le développement de ce sport. Je pense que les potentialités sont énormes et qu'effectivement, il va falloir travailler pour apporter notre petite pierre à cet édifice et développer le tennis sur notre continent. Il y a beaucoup à faire. Nous engageons avec nos partenaires pour mener à bien cette mission. Vous savez, c'est un très grand honneur que la Fédération internationale l'ITF ait accepté de voir le centre de haute performance installé au Maroc et nous espérons être à la hauteur de cette confiance. Pour nous, c'est véritablement un défi, un challenge et il faut le prendre avec beaucoup de responsabilité, beaucoup d'engagement parce que c'est notre image, c'est l'image de notre pays et c'est aussi notre vocation. Nous avons travaillé pour cela et nous travaillerons encore plus pour mériter cette confiance. Président, aujourd'hui, quels sont les objectifs directs? Qu'est-ce que vous attendez de l'Afrique? Qu'est-ce qu'attend de nous l'Afrique? Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, de la Fédération internationale? Et qu'attend de nous, qu'attend le Maroc de la Fédération internationale? Et vice-versa. Notre sport est un sport qui mérite beaucoup d'efforts conjoints. Je pense qu'un sport au niveau d'un continent se développe quand tout le monde met la main à la pâte, quand tout le monde travaille ensemble, quand les circuits sont étoffés. Et monsieur le président de la CAT, qui est à côté de moi, sourit parce qu'effectivement, c'est vers la CAT et c'est vers l'ITF que nous
tournons pour dire travaillons ensemble pour développer, pour créer des circuits, pour promouvoir, pour encadrer et surtout pour que le tennis ne soit plus perçu encore dans nos pays comme un sport d'élite, un sport parfois bourgeois, etc., mais surtout un sport de masse. Donc il faut développer beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de centres d'entraînement, beaucoup plus d'actions au niveau des clubs sur le terrain, de manière à ce qu'on ait véritablement un engouement populaire pour ce sport-là. Ben, et Jean nous disait 8000. Oui, 8000 clubs, c'est tout, il n'y a pas photo, hein. C'est normal. Ben écoutez, c'est comme tous les sports. Normal. Soit vous vous accrochez, vous travaillez, vous développez, soit devant la tâche, vous renoncez en vous disant je suis très loin. Ouais. Et je pense qu'il y a un point d'entrée à tout. Hein. Quand on recherche l'excellence, quand on recherche la performance, ben, il faut commencer au plus bas de l'échelle, travailler, construire, travailler, construire, et c'est ce que nous faisons. Hein. Ça veut dire que pas de fatalité. Le chemin est encore long. On va écouter le président Richie Beattie. Et après, si vous le permettez, étant donné que Jean est là, je vais lui poser une petite question sur le rugby, ça c'est sûr. Si vous le permettez. Alors, présidente, le mot de la fin du président de la Fédération internationale. Le mot de la fin, comme j'ai dit, c'est le mot du début. Je suis ravi. Bienvenue au président marocain ici. C'est moi qui vous souhaite la je suis ravi d'être ici. Je suis confiance. Le tennis, comme vous avez écouté, il est un sport de masse. Je vais mentionner des données. Nous avons fait une recherche dans les 98 qu'il a mis la participation du tennis mondial à niveau mondial vers les 20 millions de pratiquants. Maintenant, nous avons fait le même exercice dans notre centenaire et les pratiquants sont vers 100 millions. C'est-à-dire que le tennis, il est un sport de masse dans beaucoup de pays dans le monde. Nous avons 210 associés maintenant. Et quand je suis devenu président, les associés sont 145. Maintenant, nous sommes un des sports plus universels et plus de masse. Nous sommes un sport de toute la vie. Vous pouvez jouer, pas à football après 40 ans, c'est dangereux. Mais à tennis, nous avons les championnats over 80 en Amérique, c'est-à-dire que vous pouvez jouer toute la vie. Il est salutaire, il est mental, il est très bien pour le développement quand même mental des garçons. Il est un sport complet. Des filles. Et des filles, des garçons, des garçons et des filles. Des garçons et des filles, il faut faire attention maintenant. Quoique, pas entre filles et garçons, oui, bien sûr. Non, je dois dire que... Non, mais il y a des filles qui ont des épaules comme moi. Je dois dire que maintenant, le tennis, c'est un sport que vraiment les filles sont très importantes. Voilà. Je dois dire comme les hommes, plus ou moins. Et vous n'allez pas instaurer un petit peu comme la gymnastique, une petite note un petit peu sur la féminité, par exemple. Oui. Hein non, c'est vrai, des fois, les dés sont un petit peu piqués. Regardez les garçons, il part avec hier, il a été un scandale à les Jeux olympiques, sous les Jeux de la danse de filles. Oui. Sur les filles. Et là-bas, c'est le directeur de communication de CEO qui parle. Je suis sûr qu'il doit parler de ça. Oui, mais vrai, parce que la petite italienne avait bien patiné. Récemment, bon, il y a une russe, puis il faut qu'il récupère quand même l'investissement. Les 50 milliards. Les 50 milliards, il faut les récupérer. Pour terminer, le tennis, il n'est pas en sport avec les jeux, c'est bien comme ça. Ouais. Alors, Tarek Cherif, peut-être un objectif aussi, c'est d'amener beaucoup plus de pays, beaucoup plus de licenciés au tennis africain. Tout à fait, comme l'a dit le président Faisal, le potentiel est là. Quand on entend les chiffres du Maroc, on peut extrapoler au niveau de l'Afrique. Avec le soutien et avec la solidarité de tous nos amis, nous sommes très confiants pour l'avenir. Évidemment, il faut faire le travail, comme l'a dit Faisal, il faut faire du terrain, être à côté des clubs, faire le maximum de tournois, le maximum de cycles de formation, et puis les résultats vont être là. Alors, avec votre permission, Jean Gachassin, ce soir, il y a un certain... il n'y a pas France Gall. Hein. Il me semble, je crois bien. Tu aimais bien France Gall? Je crois bien. C'est belle voix, France Gall. C'est ça. Non, il y a Gall France ce soir. Il y a Gall France, absolument. À 18h. Oui. Alors, oui. ils t'ont aménagé un petit temps, tu vas voir le match ou non? Est-ce que tu regardes les Six Nations? Le président, bien sûr, quand même. On est viscéralement parlant, quand on a fait 10 ans d'équipe de France, on a quelque chose quand même dans le... Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une espèce de coup de gueule, ça? Tu dis à la famille de rugby,
Oui, Je m'en vais. c'est un Tu petit tu auras peu- claqué la porte à la Non, figure, là. C'est-à-dire, après ma carrière sportive, j'ai fait 16 ans de national. J'étais président de Bagnères de Bigorre, un club qui était en première division, Ah ouais. que j'ai amené 2 fois en Avec le finale. fameux jumelage et tout ça. Absolument. Et j'étais également sélectionneur avec Jacques Foroux, sélectionneur de l'équipe de France. Et on formait l'équipe. Et moi, j'étais pour un rugby créatif, un rugby d'inspiration. Et déjà, Jacques Foroux, c'était pour un rugby sérieux. Et chaque fois qu'on avait à chaque réunion du comité de sélection, on s'engueulait, entre guillemets, gentiment, mais viril, mais correct. Hein, Un combat de coq. Et puis un jour, j'ai dit, écoute, attends, on va pas s'engueuler tous les Je m'en vais. 15 jours. J'ai démissionné du comité départemental, j'ai démissionné de mes fonctions de président, et je suis parti au tennis, et je ne le Le regrette tennis a sa et je ne le troisième regrette pas. mi-temps maintenant. Jean, grâce à toi, le tennis a sa troisième mi-temps. Mais ça a changé, c'est vrai, ça a changé de mentalité parce qu'ils ne connaissaient pas ça, les joueurs de tennis. Et je leur ai fait l'apprentissage et puis ils disent, mais c'est pas mal, c'était pas mal. Enfin, élève peut mieux faire. Hein, parce que moi, ce que je vois des mecs, ils se renvoient des balles pendant 4 heures et après ils vont vers le filet, tout juste ils se serrent la poigne et ils s'en vont. C'est vraiment. Même pas, je sais pas, tu es resté 3 heures avec quelqu'un, je sais pas, Si, mais je veux dire quelque chose, moi, quand on jouait les Anglais. Monsieur Federer, je suppose. Yes. Nadal, yes. Mais quand on jouait les Anglais et qu'on prenait 30 points ou 40 points, après les matchs, ils venaient nous voir et dire, oh, very good game this afternoon, yes. C'est la provocation de l'Italien de Roche-Noire, de chez nous. Ouais. Non, c'est vrai. Il y a des trucs. Bon, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Donc, on vous souhaite grand succès dans vos travaux, hein, donc, qui vont débuter tout à l'heure. Et puis cet après-midi avec l'inauguration du centre. Demain, aujourd'hui, finale double. Demi-finale simple demain, Voilà. finale simple, inauguration du centre. Voilà. Alors, on leur dit, si vous n'avez rien à faire. Ah bah allez voir le tennis. Si vous n'avez rien à faire, allez au tennis. C'est ça notre slogan. Ça, c'est notre slogan. C'est bien. Merci, messieurs.